Mon nom n'apparaissait jamais sur les présentations. Jamais. 6 ans à construire en silence le moteur sous les paillettes de l'entreprise et chaque PowerPoint affichait une formule creuse. L'excellence de notre R&D, comme un mémorial pour une équipe sans visage. Ce n'était pas de la colère que je ressentais, c'était la lente prise de conscience que j'étais effacé en temps réel, pixel par pixel, pendant que tout le monde hochait la tête en écoutant des mots à la mode comme si leur vie en dépendait. Le jour où mon patron, Arnaud, m'a humilié sur scène en ricanant « Pauvre idiote, il fallait lire les petites lignes », certains ont même applaudi. Je ne me suis pas levé, je n'ai pas pleuré. J'ai simplement demandé au directeur juridique de lire la clause 4B et son visage est devenu blanc comme un linge. On y viendra. Mais d'abord, il faut comprendre le bruit que fait un vol silencieux. Tout a commencé par une invitation qui n'est jamais arrivée, puis 2, puis 5. Des réunions que j'animais depuis des années ont été optimisées pour inclure les parties prenantes clés, ce qui curieusement signifiait tout le monde sauf moi. Mon accès au tableau de bord des investisseurs a expiré pour la première fois depuis des lustres. Ça doit être un bug de permission, a dit Arnaud avec le sourire de celui qui pense que le charisme est une compétence professionnelle. La même semaine, un nouveau co-responsable a surgi de nulle part. Mathieu, qui m'avait demandé un jour si une API c'était comme une prise USB pour Internet. « Tu vas adorer travailler avec lui », m'a assuré Arnaud, en lui tapotant le dos comme on caresserait un golden retriever qui vient de ramener un oiseau mort. Il apporte une énergie nouvelle. L'énergie nouvelle, dans nos bureaux, ça se traduisait par un brunch avec Arnaud et un sweat à capuche flambant neuf avec le logo de la boîte, dans une police de caractère disruptive. Lors de la première réunion produit, Mathieu a appelé le routeur d'anomalie l'aspirateur à erreur. Tout le monde a ri. C'est moi qui avais écrit le routeur d'anomalie. Il empêchait des hôpitaux entiers de mal interpréter des pics de données critiques. Personne ne m'a demandé de l'expliquer. Il y a une forme de pouvoir à être ignorée. On entend les blagues que personne ne prend la peine de censurer. On voit les emails que personne ne pense que vous lirez. Un jour, en revenant d'une réunion, j'ai entendu Arnaud dire au service juridique, autour d'une bouteille d'eau pétillante, « Il nous faut un changement symbolique avant l'assemblée des actionnaires, une histoire claire, un passage de flambeau, et si possible, sous les applaudissements. » Je n'ai pas ralenti, je n'ai pas claqué de porte. J'ai demandé au service juridique de sortir mon dossier pour que je puisse mettre à jour mon plan de succession. Mon plan de succession. Une formule si polie pour dire que j'aiguisais mes couteaux. J'avais négocié durement pendant le chaos de notre restructuration en 2019, quand tout le monde suppliait pour que la valeur de leur stock option soit réévaluée. Les gens survolaient les documents. Moi, je les annotais. Les gens se dépêchaient. Moi, je restais tard. Les gens disaient « On corrigera la formulation plus tard ». J'ai insisté pour qu'on la corrige sur le champ. C'est là que j'ai glissé une phrase dans une section banale au titre encore plus banal. Clause 4B. Un chiffre, une lettre et la promesse de soulever des montagnes un jour. Pendant ce temps, la parade médiatique s'intensifiait. Arnaud posait avec des clients devant des schémas que j'avais conçus. Mathieu faisait des démonstrations de mon architecture avec l'assurance d'un homme qui croit que c'est le bouton « Enregistrer » qui écrit le code. Je n'ai pas lutté contre le courant, j'ai nagé en dessous. J'ai tout archivé. Les historiques de modification où mon nom apparaissait sur chaque ligne de code sensible, les documents de conception annotés de ma main, les ébauches de brevets où j'étais listé comme première inventrice. Ce n'était pas de la vanité, c'était une assurance. Une guerre d'entreprise ne se gagne pas avec des sentiments, elle se gagne avec des papiers. Et le papier décide qui a droit à un pot de départ avec des chouquettes et qui repart avec l'entreprise, qu'il le sache ou non. Quand la première rumeur est arrivée dans ma boîte mail, changement de direction prévu au séminaire, préparez-vous à l'impact, je n'étais pas surprise, j'étais prête. J'ai rendu visite à Rémi du service juridique avec un café et un sourire. J'ai dit que je voulais juste clarifier une clause pour mon avocat. Rémi, notre directeur juridique, était du genre affable, celui qui essaie de ne pas avoir l'air de s'ennuyer quand on lui parle. Il a ouvert le PDF. J'ai regardé ses yeux parcourir le paragraphe que j'avais surligné il y a longtemps. Il n'a pas tressailli.
Toujours en vigueur, a-t-il dit. Inhabituel, mais approuvé. J'ai hoché la tête comme s'il venait de me parler de la météo. Inhabituel, mais approuvé. Deux mots qui, en un souffle, pouvaient pulvériser la valorisation de l'entreprise. La réunion générale suivante a commencé par un montage vidéo, notre logo tournoyant sur des images de gratte-ciel, des poignées de main au ralenti, le mot « agilité » dans une police qui criait l'argent. Arnaud parlait de se dépasser, de passer au niveau supérieur, ce qui, apparemment, signifiait que je n'étais plus invité aux réunions de direction. Mathieu m'a envoyé un message privé. « Je pense qu'on devrait renommer la suite Anomalie en Mathieu IA. T'en penses quoi ?» J'ai répondu « J'adore. » Pense bien à lister tous les contributeurs. Il m'a envoyé un emoji fusée. J'ai archivé la conversation dans un dossier que j'avais sobrement nommé « Preuve ». C'était devenu une seconde nature. Je ne suis pas allé voir les RH. Les RH écrivent l'épilogue. Moi, j'écrivais l'intrigue. Discrètement, j'ai exporté chaque document dont j'étais l'auteur, juste mon travail, rien de plus, dans une archive personnelle. Je n'avais pas besoin d'un pied de biche. J'avais besoin de traces. J'ai sauvegardé les schémas de conception, les cartographies de données, la logique de secours. Chaque élément auquel j'avais matériellement contribué, chaque date était une perle sur un fil. C'est à ce moment-là qu'Arnaud a commencé à s'entraîner à sourire dans le reflet de la vitre devant la salle du conseil. Il adore cligner de l'œil quand il ment. « Nous allons honorer les héritages », disait-il à l'équipe de tournage. « Nous construisons la prochaine ère. » Il n'a pas prononcé mon nom. Il ne le faisait jamais. Si vous n'écrivez pas votre propre histoire, quelqu'un d'autre vous en effacera. La veille du séminaire, debout dans ma cuisine, j'ai répété 2 phrases. Pas un discours. Les discours quémandent une validation. Les phrases ferment des portes. J'ai chronométré ma respiration entre les deux. Calme, pas dramatique. Précision, pas performance. Je ne me préparais pas à être courageuse. Je me préparais à être inévitable. Ils pensaient que des applaudissements pouvaient effacer des signatures. Ils ont confondu mon silence avec une reddition. Ils n'avaient jamais vérifié les petites lignes. Et sur les petites lignes, il y avait mon nom. La grande salle de conférence sentait le café brûlé et l'argent. Des rangées de chaises parfaitement alignées. Des actionnaires dans des costumes trop serrés, agitant des papiers et consultant leur téléphone. Derrière la scène, des écrans diffusaient en boucle les 3 mêmes mots en bleu corporate. Élever, innover, accélérer. C'était du théâtre, rien de plus. Et Arnaud, mon patron, le visionnaire autoproclamé, en était la star. J'étais assise au milieu de la salle, non pas parce qu'on m'avait assigné cette place, mais parce que personne ne m'avait assigné de place du tout. Mon nom ne figurait pas sur le programme. Mon badge n'indiquait aucun titre, juste staff. Une façon pratique de prétendre que la personne qui avait bâti les fondations de l'entreprise n'existait pas. Les lumières se sont tamisées, la musique a enflé. Un hymne libre de droit censé inspirer le courage face au tableur Excel. Puis Arnaud est monté sur scène, manches retroussées, cravate juste assez desserrée pour paraître accessible. Il avait perfectionné cette image, mi-disrupteur de la station F, mi-gourou de la motivation. Il a souri sous les projecteurs comme s'il lui appartenait. « Aujourd'hui, nous parlons de l'avenir », a-t-il dit, sa voix amplifiée jusqu'au plafond. Un avenir porté par l'agilité, la vision et un leadership audacieux. Je regardais ses mains gesticuler comme s'il façonnait l'air pour en faire du profit. Il n'avait jamais écrit une ligne de code, jamais conçu un protocole, jamais passé une soirée au bureau à réparer ce que les développeurs juniors avaient cassé. Mais c'est lui qui était là-haut, à vendre mon architecture comme si c'était la sienne. Il s'est lancé dans son discours. Des graphiques sont apparus sur les écrans géants. Courbes de croissance exponentielle, prévisions de revenus, témoignages. Le public applaudissait à chaque pause, comme des otaries bien dressées. Puis le moment est arrivé. Son sourire s'est élargi et sa voix a pris une intonation qu'il croyait pleine de gravité. Chaque nouveau chapitre nous oblige à honorer le passé tout en embrassant le changement. Et aujourd'hui, nous faisons ce changement. Il s'est tourné vers moi, la main tendue comme un roi offrant sa clémence. Nous disons au revoir à l'une de nos plus anciennes contributrices. Sophie, je vous prie de vous lever.
Le projecteur s'est braqué sur moi. Une centaine de regards se sont tournés. Certains compatissants, la plupart indifférents, quelques-uns confus. Ils n'avaient pas réalisé que j'étais encore là. Les applaudissements ont commencé, polis, puis ont gagné en intensité, forcés par quelques employés. Je suis restée assise. Arnaud a gloussé, se penchant vers le micro. « Allez, Sophie, levez-vous et saluez. Vous avez fait du bon travail, mais il est temps de laisser la nouvelle génération prendre les rênes. Ne vous inquiétez pas, nous porterons votre héritage. » Puis il a lâché sa phrase. Pauvre idiote, il fallait lire les petites lignes. Il pensait que c'était malin, une blague de connivence. La foule a ri nerveusement, ne sachant pas si elle était censée le faire. Ma chaise n'a pas bougé, mes mains sont restées croisées sur mes genoux. J'ai levé les yeux, calme, stable. Avant de partir, ai-je dit, ma voix tranchant le silence sans effort, puis-je demander au directeur juridique de lire à voix haute la clause 4B de mon contrat pour que l'Assemblée en prenne acte? Le silence qui a suivi n'était pas pesant, il était absolu. Rémi, le directeur juridique, assis au premier rang, était déjà pâle. Son front s'est plissé. Il a ouvert son ordinateur portable avec des doigts lents. Les applaudissements s'étaient éteints en plein vol. Arnaud, sur scène, était décontenancé. « Ce n'est pas le moment, Sophie », a-t-il dit avec un rire forcé. « Nous sommes en train de célébrer, ne mêlons pas les contrats à ça. » J'ai répété, sans hausser le ton, sans plus d'agressivité, juste d'une voix finale, la clause 4B. C'est un seul paragraphe, s'il vous plaît, lisez-le. Rémi s'est éclairci la gorge. Sa voix, habituellement douce, a résonné dans les micros. Clause 4B. En cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'ensemble de la propriété intellectuelle créée ou à laquelle l'employé a matériellement contribué reviendra de plein droit à la dite employé, incluant sans illimité le code source, les schémas techniques, les plans de conception et la documentation associée. Des murmures ont parcouru la salle comme une étincelle sur des feuilles sèches. Une tasse de café a glissé des mains de quelqu'un et a heurté la moquette avec un bruit sourd. Arnaud a ri de nouveau, mais le son s'est brisé. C'est absurde, c'est symbolique, une clause type. Les yeux de Rémi sont restés rivés sur son écran. Il a fait défiler le document, les lèvres pincées. « C'est signé », a-t-il fini par dire, d'une voix basse mais qui portait. Contresigné et effectif. Les actionnaires s'agitaient sur leurs sièges, les téléphones vibraient, certains chuchotaient. Ça a une valeur juridique? Je suis resté immobile. Le visage d'Arnaud s'est crispé, mais il a tenté de continuer. Cette entreprise a été bâtie par une équipe, pas par une seule personne. Ce produit nous appartient. Rémi a secoué légèrement la tête. Les contrats ne font pas référence à une propriété collective. Ils font référence à la qualité d'auteur, et tous les registres désignent Sophie comme architecte principale. La pièce a basculé, je pouvais le sentir. Le poids soudain de la prise de conscience s'abattant sur chaque actionnaire, chaque investisseur. Des années de valorisation, de projection, de discussion d'introduction en bourse, reposant sur un travail qu'il ne possédait plus. Arnaud s'est tourné vers moi, son sourire envolé. « On peut négocier, une reconnaissance, des parts, ce que tu veux, soyons raisonnables. » J'ai soutenu son regard, sans ciller. « Il n'y a rien à négocier. Vous m'avez congédié publiquement et sans motif valable. L'acte est irrévocable. » Ce mot a atterri plus lourdement que n'importe quel cri. Derrière lui, les écrans ont vacillé. Le tableau de bord du système a affiché un bug. Un texte rouge a clignoté là où se trouvait une diapositive de performance impeccable. Un responsable technique a sorti son ordinateur, les doigts tremblants. Le directeur technique, Victor, a blêmi. Il a murmuré pour lui-même. On a perdu l'accès au back-end. Puis, d'une voix blanche que tout le monde a entendue, elle a tout révoqué. C'est son architecture. Les murmures se sont transformés en chaos. Des investisseurs se sont levés, appelant leurs avocats. Quelqu'un a chuchoté. Les implications pour l'AMF. Un autre a dit « perte de propriété intellectuelle substantielle ». Le son de la panique est reconnaissable entre tous. Des bruits de papier froissé, de chaises qui crissent, des voix qui se superposent. Je n'ai pas bougé, je n'ai pas souri, je n'en avais pas besoin, j'avais déjà gagné. Arnaud s'est agrippé au micro comme à une bouée, mais sa voix s'est brisée. « Ce n'est pas définitif, on va régler ça.
On va contester en justice. Rémi a enfin levé les yeux, le visage exsangue. C'est définitif, ça lui appartient. Les applaudissements avaient disparu. Le projecteur brûlait toujours, mais la scène m'appartenait désormais, sans même que j'aie quitté ma chaise. Le brouhaha n'a pas cessé, il s'est simplement étouffé, comme l'oxygène quittant une pièce. Les gens parlaient encore, mais plus doucement, presque prudemment, comme si les micros pouvaient se retourner contre eux. Je suis restée assise jusqu'à ce que les lumières se rallument et que le régisseur se mette à chuchoter dans son micro-casque, tel quelqu'un qui essaie de contenir une fuite avec ses mains. Alors je me suis levée, j'ai pris mon sac et je me suis dirigée vers l'allée. Quelques ingénieurs se sont écartés sur mon passage, pas par respect, par incertitude. J'étais la personne à qui ils envoyaient des messages à 1h du matin quand la production partait en vrille. Maintenant, ils ne savaient pas si me dire bonjour revenait à prendre parti. Je ne les ai pas aidés, j'ai juste hoché la tête et continué mon chemin. Près de la sortie, j'ai croisé Victor, notre directeur technique, penché sur un ordinateur portable posé en équilibre sur une pile de brochures pour investisseurs. Ses doigts étaient frénétiques, puis immobiles, puis frénétiques à nouveau. On gèle toute utilisation de ces composants jusqu'à ce qu'on comprenne l'étendue des dégâts, a dit quelqu'un du service juridique par-dessus son épaule. Pas de déploiement, pas de présentation, pas de démo. Victor a dégluti. L'écran qui se reflétait dans ses lunettes donnait à ses yeux l'air de voyant d'alarme. À l'extérieur de la salle, le couloir semblait plus froid. L'hôtel avait surcorrigé la température, une décision prévisible dans un bâtiment où la moquette coûte plus cher que la plupart des voitures. 2 membres du conseil d'administration se tenaient près d'une plante en pot, chuchotant avec une urgence qui faisait trembler les feuilles. L'un disait « action en référé », l'autre « valorisation ». Tous deux disaient « comment a-t-on pu rater ça ?» sans bouger les lèvres. Rémi m'a trouvé près des ascenseurs. Sa cravate était de travers. « Sophie, dit-il, prudent, presque doux. J'ai besoin de confirmer quelques points. »« Bien sûr, ai-je répondu, mais pas ici. » Nous sommes entrés dans une petite salle de réunion. Il a fermé la porte, s'est assis, a ouvert son ordinateur comme s'il pouvait le mordre. Vous avez négocié la clause 4B pendant la restructuration de 2019. Pas d'amendement, pas d'exclusion, pas de terme qui la remplace. C'est exact ? C'est exact. Votre qualité d'auteur est documentée. Les commits, les documents de conception, les brouillons de brevets, tout y est. Oui, il a hoché la tête une fois, comme si cela réglait la question de la gravité. J'ai conseillé à la direction de suspendre l'utilisation de tout ce que vous avez créé jusqu'à ce que nous obtenions un accord de licence. À court terme, ça signifie mettre le produit hors ligne. À long terme, ça signifie qu'on doit parler. Aujourd'hui, ce n'est pas le bon jour, ai-je dit. Vous m'avez licencié sans cause réelle et sérieuse. Cela déclenche la réversion des droits. Toute utilisation à partir de maintenant est une contrefaçon. Il s'est frotté le front. Je sais. Vous devriez aussi prévenir les partenaires, ai-je ajouté. Leurs intégrations font référence à mes modules. Mieux vaut qu'ils l'apprennent de vous que par une mise en demeure. Il a grincé des dents, puis a tapé quelque chose dans un brouillon d'email avec la concentration qu'on réserve au déminage. Quand il a relevé les yeux, son expression était passée de tendue à presque reconnaissante. Merci de ne pas jubiler. Je ne suis pas là pour le spectacle, ai-je dit. Je suis là pour l'exactitude. Il a de nouveau hoché la tête. Je vais préparer une proposition. Nous vous recontacterons. Nous nous sommes levés. Il m'a tendu la main, a hésité, puis l'a tendue quand même. Je l'ai serré brièvement et je suis parti. Dans le hall, je me suis assise sur le rebord d'une jardinière en marbre et j'ai ouvert mon téléphone. Les messages s'empilaient. Un ancien collègue m'avait envoyé 3 mots. Respect, magistral. Je n'ai pas répondu. Une jeune ingénieure que j'avais formée m'a écrit « On va perdre notre boulot ?» J'ai répondu « Pas si votre direction prend des décisions d'adulte. » Elle m'a envoyé un emoji larme, puis un merci. J'ai mis la conversation en sourdine. J'ai commandé un VTC. En attendant, j'ai regardé la façade vitrée de l'hôtel.
Le reflet renvoyait une version de la ville qui semblait propre et ordonnée. Elle ne l'était pas. Rien de réel ne l'est. C'est ce mensonge qui pousse les gens à signer tout ce qu'on leur tend. C'est ce mensonge qui a gardé mon nom hors des présentations et mon travail sous la voix des autres. Dans la voiture, le chauffeur m'a demandé si j'étais à la conférence. J'ai dit oui. Il m'a demandé si ça s'était bien passé. J'ai dit que ça s'était terminé honnêtement. Il a ri comme si j'avais fait une blague et s'est concentré sur la circulation. À la maison, j'ai enlevé la robe que j'avais choisie parce qu'elle avait des poches assez profondes pour contenir une clé USB. Je me suis fait un thé. Je me suis assise à la table de ma cuisine et j'ai ouvert mon ordinateur portable, le personnel, celui avec l'autocollant « Documente tout ». Le dossier que j'avais constitué au cours de la dernière année était exactement là où je l'avais laissé. Horodatage, brouillon, historique de modification, export PDF. Des traces. Le genre de traces qui ne crient pas plus fort, mais qui pèsent plus lourd quand on les regarde. Un email est arrivé d'un investisseur que je connaissais à peine, un homme qui réussissait toujours à être près des caméras. Si vous acceptez des rendez-vous, nous adorerions discuter. Je l'ai archivé. Un autre d'un fournisseur d'hôpital. Nous dépendons de votre routeur d'anomalies pour notre traitement nocturne. Devons-nous le mettre en pause ? J'ai répondu, contactez votre service juridique. Exigez une assurance d'utilisation sous licence. S'ils ne l'ont pas, mettez en pause. Ce n'était pas de la vengeance, c'était de la responsabilité. Puis Arnaud a appelé. Son nom s'est allumé sur l'écran avec une familiarité qui ressemblait à une crise d'allergie. J'ai laissé sonner. Il a rappelé. À la 3e tentative, j'ai décroché. « Sophie », a-t-il dit essoufflé, « on peut arranger ça. » J'ai dit des choses que je n'aurais pas dû. Vous m'avez viré en public. J'ai mal parlé. Nous sommes prêts à vous offrir une reconnaissance, une prime, peut-être un titre. On ne rachète pas la qualité d'auteur, ai-je dit. Vous pouvez l'acquérir sous licence ou vous pouvez cesser de l'utiliser. Tu vas couler la boîte, a-t-il lâché, et le masque est tombé juste assez pour laisser voir la peur. Pense à l'équipe. C'est à eux que je pense. Ils méritent une direction qui lit ces contrats. Il a expiré, longuement et bruyamment, comme un homme qui essaie d'éteindre un incendie avec de l'espoir. Notre service communication prépare une déclaration. Peut-on dire que vous partez à l'amiable ? Vous pouvez dire ce que vous voulez, ai-je répondu, mais dites-le avec un contrat de licence en pièces jointes. Il est resté silencieux un instant, puis il a dit, d'une petite voix, « Je ne pensais pas que tu irais jusqu'au bout. » Je l'ai mis par écrit pour ne pas avoir à le faire. Après avoir raccroché, j'ai envoyé un seul email, une note courte et simple à Rémi. Objet, prochaines étapes, 3 phrases. Je listais un calendrier pour une licence temporaire, le tarif pour cette période transitoire et un rappel que la poursuite de l'utilisation sans accord m'obligerait à protéger mes droits. Pas de menaces, juste des conditions. J'ai fermé l'ordinateur et j'ai laissé la bouilloire siffler jusqu'à s'éteindre. Dans le silence, je me suis enfin sentie fatiguée, pas triomphante, pas vengée, fatiguée. 6 ans s'étaient condensés en un seul paragraphe, et dans la discipline de le dire à voix haute. Les gens appellent ça du courage, ce n'en est pas, c'est de la paperasse. Le lendemain matin, ma boîte de réception ressemblait à une scène de crime. Des dizaines d'emails non lus, la moitié signalés comme urgents, l'autre moitié remplie de mots comme clarification, licence et exposition au risque. Je me suis préparé un café si fort qu'il m'a piqué les yeux et j'ai ouvert le premier. Il venait d'un hôpital client. Notre intégration génère des erreurs. Le service juridique dit que nous ne pouvons plus rien déployer tant que les contrats ne sont pas clarifiés. Nous avons besoin de vos conseils. Je l'ai lu 2 fois, puis j'ai refermé l'ordinateur. C'était la nouvelle réalité. Pendant des années, on m'avait dit que mon travail était invisible, remplaçable, l'échafaudage que personne ne remarquait. Maintenant que l'échafaudage avait disparu, le bâtiment penchait. Mon téléphone a vibré. Un message de Maya, une des ingénieures que j'avais formée à sa sortie d'école. C'est la panique ici. La moitié de l'équipe n'a plus accès au système. On peut se parler ? J'ai répondu. Je ne peux pas intervenir. Tu sais pourquoi. Mais ça va aller pour vous. Vous avez toujours été bon.
Sa réponse a été instantanée. Pas sans toi. J'ai laissé l'écran s'éteindre. Je ne pouvais pas tout réparer pour eux. C'était la partie la plus difficile. Me rappeler que protéger mon travail ne signifiait plus porter l'entreprise sur mon dos. Vers midi, Rémi a appelé. Son ton était posé, professionnel, mais teinté d'épuisement. Sophie, nous devons agir vite. Le conseil d'administration veut une proposition de licence sur leur bureau d'ici demain matin. Pouvons-nous nous voir ? J'ai accepté, mais uniquement en terrain neutre. Un café dans le centre-ville, avec un Wi-Fi peu fiable et un expresso serré. Quand je suis arrivé, il était déjà là, cravate desserrée, ordinateur portable ouvert mais intact. « Merci d'être venu », a-t-il dit. « Je ne suis pas ici pour me battre », ai-je répondu en m'asseyant. « Mais je ne suis pas non plus ici pour faire des cadeaux. » Il a hoché la tête. « Nous sommes clairs sur la propriété. Vous l'avez négociée, vous l'avez documentée, et le conseil l'a confirmé hier soir. Personne ne conteste cela. Mais il nous faut des conditions. » J'ai fait glisser un dossier sur la table, du papier, pas du numérique. Licence à court terme pour les clients critiques, 90 jours. Après ça, on renégocie ou vous reconstruisez de zéro. Les tarifs sont là. Il a feuilleté les pages, les lèvres se serrant à mesure qu'il lisait. Ces chiffres sont élevés. C'est le prix du marché, ai-je dit. Peut-être plus élevé que ce que vous avez l'habitude de payer en interne, mais vous ne le possédez plus en interne. Vous êtes une cliente maintenant. Sa main était toujours sur le dossier. Il n'a pas discuté. Il l'a juste refermé lentement et a dit « Je vais présenter ça au conseil ». Nous avons bu notre café en silence après ça. En partant, j'ai senti quelque chose que je n'avais pas ressenti depuis des années, de l'air qui atteignait vraiment mes poumons. Ce soir-là, Arnaud a de nouveau appelé. J'ai laissé le message sur le répondeur. Il était plus long cette fois, presque décousu. Il a parlé d'héritage, de combien il avait apprécié mes contributions, de la façon dont les choses avaient été mal communiquées. Puis sa voix est devenue basse et tranchante. « Ne nous détruis pas, Sophie. Pense aux gens qui dépendent de cette entreprise. » J'ai réécouté cette phrase 2 fois. « Ne nous détruis pas », comme si c'était moi qui avais porté le coup de hache, comme si je n'avais pas passé 6 ans à construire l'arbre pendant que lui gravait ses initiales dessus. J'ai ouvert mon ordinateur et j'ai de nouveau parcouru mes archives. Non pas que je doutais de moi, mais j'avais besoin de sentir leur poids. Les historiques Git, les brouillons de brevets, les schémas d'architecture signés et datés, des pages et des pages de notes de révision de ma main. C'était écrasant, presque trop, mais c'était à moi. Chaque ligne, une empreinte digitale. Le lendemain, le conseil d'administration m'a reçu dans une petite salle de conférence de leur bureau. Pas de caméra, pas d'applaudissements, pas de projecteur. Juste une longue table, une rangée de visages fatigués, et Rémi au bout avec mon dossier. L'un des membres les plus âgés s'est éclairci la gorge. « Sophie, nous avons examiné votre proposition. 90 jours à ces tarifs, c'est perturbant, mais un litige serait pire. Nous sommes prêts à accepter. » Arnaud était là aussi, assis raidement à l'autre bout de la table. Il n'a pas parlé jusqu'à ce que les papiers soient signés. Puis il s'est penché en avant, la voix assez basse pour que je sois la seule à l'entendre. « Tu le regretteras, couper les ponts ne finit jamais bien. » Je l'ai regardé, imperturbable. « Ce n'est pas moi qui ai coupé les ponts, Arnaud. C'est vous qui avez allumé l'allumette. Je me suis juste assuré qu'elle atterrisse au bon endroit. » Pour une fois, il n'a rien eu à répondre. Ce soir-là, je suis rentré à pied. Les lumières de la ville étaient vives, l'air frais. Chaque pas était comme la page d'un chapitre qui se tournait. Non pas parce que j'avais détruit quelque chose, mais parce que j'avais protégé ce qui m'appartenait. Les gens pensent que la vengeance ressemble à un feu d'artifice. Ce n'est pas le cas. Ça ressemble à des papiers signés en silence. Ça ressemble au fait de quitter une pièce en sachant que les archives correspondent enfin à la vérité. Et pour la première fois depuis des années, j'ai dormi sans rêver que j'étais en train d'être effacé. 90 jours, c'est long sur le papier, mais court dans la vie. Le premier jour de la licence, l'entreprise a publié une déclaration avec des mots doux et des omissions flagrantes. Transition, clarté stratégique, respect mutuel. Mon nom est apparu une fois, correctement orthographié, suivi du mot « ancienne ».
C'était nouveau, l'exactitude en public, au moins pour une phrase. Le premier virement est arrivé sur mon compte le lendemain matin, propre, clinique et parfaitement à l'heure. Rémi a envoyé une brève confirmation et une liste de dates pour des revues conjointes. Nous nous réunirions chaque semaine pour valider ce qu'il pouvait légalement toucher, ce qu'il devait mettre en quarantaine et ce qu'il devait reconstruire. Les appels étaient calmes, personne n'essayait plus de contourner les termes du contrat. Au sein de l'entreprise, les retombées visibles n'étaient pas un feu d'artifice. La page du produit a été discrètement mise à jour pour indiquer une disponibilité limitée. La tournée de presse a été reportée. Une diapositive de la feuille de route affichait le mot « réarchitecture », là où se trouvait autrefois « nouvelle génération ». J'ai appris par Maya qu'Arnaud avait pris du recul sur les opérations quotidiennes pour se concentrer sur la vision, ce que les entreprises disent quand le conseil demande à quelqu'un d'arrêter de toucher aux commandes. L'équipe a été divisée en deux, une pour maintenir les composants sous licence, l'autre pour démarrer une pile technologique parallèle qui n'utilisait rien de mon travail. Ils appelaient ça « Projet Phoenix ». Maya m'a envoyé un texto après sa première semaine sur la reconstruction. C'est plus lent que ce que tout le monde admet, mais c'est propre. On documente tout dès le premier jour. J'ai envoyé un pouce levé et rien de plus. Elle n'avait pas besoin de moi pour valider sa compétence. Elle l'avait toujours eue. J'ai rencontré 3 entreprises ce mois-là. Non pas que j'avais besoin d'un travail, la licence m'offrait du temps. Les 2 premières m'ont présenté des diaporamas brillants décrivant des cultures d'entreprise qui ressemblaient étrangement à ce qu'était la mienne dans ses meilleurs jours. J'ai décliné. La 3e m'a invité dans une salle de réunion sans présentation et m'a posé des questions pratiques. Comment structurez-vous la propriété du code pour qu'elle survive aux réorganisations ? À quoi ressemble une reconnaissance saine de la paternité d'un travail ? À quoi refuseriez-vous de renoncer ? J'ai aimé cette dernière question. J'ai répondu prudemment. Ils ont écouté sans scier. Je n'ai pas dit oui ce jour-là, mais j'ai arrêté de chercher. À la 5e semaine, le DSI d'un hôpital a demandé à me parler directement. Leur traitement de nuit s'était stabilisé, mais ils s'inquiétaient pour le trimestre suivant. Est-il sûr de continuer à construire là-dessus ? A-t-il demandé, honnêtement. Je lui ai dit la vérité. Sûr pour l'instant s'ils respectent l'accord. Plus sûr à long terme s'ils migrent vers une technologie que leur direction comprend. Il a soupiré. C'est ce que je pensais. Il m'a remercié d'avoir répondu sans chercher à lui vendre quoi que ce soit. Arnaud a appelé une fois de plus, au milieu de la période de licence. Il n'a pas laissé de message. Je n'ai pas rappelé. Il y a des conversations qui n'existent que pour rouvrir des portes que vous avez déjà fermées. Une semaine plus tard, les RH m'ont envoyé un formulaire me demandant ma formulation préférée pour une annonce de départ. J'ai répondu par une seule phrase. Sophie a été l'architecte principale de la plateforme de 2018 à 2024. Ils l'ont publiée telle quelle. Une autre petite correction dans les archives. À la maison, ma vie est devenue plus calme. Fini les petites questions rapides à 23h30. Fini les réveils avec 12 notifications et un message d'excuse. J'ai commencé à courir le matin. Je me suis surprise à penser moins en termes d'architecture et plus en termes de temps. La dernière semaine de la licence, Rémi et moi nous sommes vus en personne. Nous allons prolonger la licence de 30 jours, a-t-il dit. La reconstruction est en bonne voie, mais pas prête. J'ai lu les termes, juste, précis. 30 jours, ai-je dit, pas un de plus. Il a hoché la tête. Pas un de plus. En partant, il a hésité. Pour ce que ça vaut, Sophie, cela a changé la façon dont nous rédigeons les contrats de travail et dont nous les lisons. C'est bien, ai-je dit, c'est tout l'intérêt. J'ai signé la prolongation et j'ai marché jusqu'au bureau de la 3e entreprise. Le hall n'était pas décoré pour ressembler à un incubateur de start-up. Juste des livres, des vrais, et du café qui avait le goût d'avoir été fait par quelqu'un qui s'en souciait. Le directeur produit m'a accueilli. Nous construisons lentement, dit-il, volontairement. Nous voulons que la propriété signifie la responsabilité, pas la possession. Quel serait mon titre ? Ai-je demandé. Choisissez-le, a-t-il dit, puis écrivez ce qu'il signifie. J'ai pris une inspiration et j'ai choisi quelque chose de simple, exprès.
ingénieur principal. Il a hoché la tête comme si j'avais réussi un test. Nous avons parlé de processus, de paternité, de reconnaissance et de ce qu'il faut faire quand les gens oublient ce que ces mots veulent dire. Je n'ai pas dit oui dans la pièce. J'ai attendu d'être dehors, à l'air libre, puis j'ai envoyé un email de 3 mots. J'arrive lundi. La licence a pris fin exactement 30 jours plus tard. L'entreprise a fait migrer ses clients vers leur nouvelle technologie. C'était plus lent au début, mais c'était à eux, et ils pouvaient le dire honnêtement. Maya m'a envoyé une photo de son équipe en train de manger un gâteau pas terrible dans la bonne humeur. La légende, fini les pièces d'emprunt. Je leur ai souhaité bonne chance et je le pensais. S'il y a une leçon dans cette histoire, ce n'est pas que les petites lignes sauvent à coup sûr, ni que la justice gagne toujours. La leçon est plus simple et plus aride. Mettre son nom sur son travail, lire ce qu'on signe, conserver les traces. Les gens diront que c'est un signe de méfiance. Ça ne l'est pas, c'est de l'entretien. C'est la frontière qui vous permet de construire sans être effacé. Quand on me demande ce que j'ai ressenti en prenant ma revanche, je réponds que ce n'en était pas une. Ce que j'ai ressenti, c'est du soulagement. Le genre de soulagement tranquille qui arrive quand les archives correspondent enfin à la vérité. Les applaudissements se sont tus, les documents sont restés, et moi, j'ai continué ma route.